Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Mali a récemment accepté le déploiement supplémentaire de 1000 soldats venus dans le cadre de la mission de l'ONU au Mali, encore appelée la MINUSMA. Cependant, il y a lieu de noter que la France a entrepris en juin dernier la réorganisation de son dispositif militaire en quittant ses 3 bases du nord du Mali, à savoir Tessali, Kidal et Tombouctou. Pour le président Bandakani, la MINUSMA et la force Barkhane sont des armées de déstabilisation, et dénoncent à cet effet le complot international qui se trame contre le Mali en particulier, et contre l'Afrique en général. Mais pourquoi ce grand complot contre le Mali? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par le président Bandakani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Mon cher Ngof. Deux arguments pour dire que c'est un complot international contre le Mali. Avec la complicité des Africains, de l'Union africaine, de la CEDEAO et des dirigeants africains, l'autorité morale africaine, intellectuels africains, la Chine Bembe et compagnie. La France a transformé Serval en Barkhane sans consulter une seule autorité malienne. Le Premier ministre vient de vous démontrer. Il a convoqué les articles des Nations Unies. Hein? Vous croyez à ce machin, non? Ouais. Vous croyez à ce truc-là? Ce truc de criminel, vous croyez à ça? Ils écrivent leur propre charte. Les articles sont clairs. Un pays africain, comme nous sommes très gentils et que nous sourions toujours depuis que nous sommes au monde, on a cru à ça. Un pays africain. Relisant nos archives, on vous a parlé de l'article 51, 54. Et l'article 54. Oui. Sur la base de ça, Djoukoundo Traoré appelle la communauté internationale à appliquer ses propres règles telles qu'inscrites dans la Charte des Nations Unies. La France arrive, l'ONU arrive, et qu'est-ce qu'ils font? La France viole tous ses engagements, viole tout ça. Elle transforme Serval en Barkhane sans consulter un seul Malien, ni l'ONU. Évidemment, c'est un complice avec l'ONU, mais il y a plus grave, mon cher gosse. La MINUSMA, qui est installée au Mali sur la base des résolutions de 2100 et 2164, avec des missions précises, c'est-à-dire de traquer les terroristes, arrivant au Mali, elle dit au gouvernement malien que je ne suis pas ici pour combattre les terroristes. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est pas un complot international? Les gens qui traquent les complotistes là, voient le complot devant vous, non? C'est pas un complot international, ça, mon cher gosse. Et pourquoi un complot contre le Mali? Mais parce que c'est un pays africain qui a des richesses, il faut le recoloniser, comme il est programmé de recoloniser tout le continent africain, mon cher gosse. Revenons sur les arguments qu'on a envoyés. Les soi-disant rebelles, sécessionnistes, ou islamistes, ou djihadistes, ce que vous voulez, ils ont des noms bizarres, mais ils sont les mêmes gens. Pour justifier la rébellion, vous ont dit ceci, j'ai noté. Voilà les arguments. Le nord du Mali serait la terre de leurs ancêtres et qu'il serait colonisé par les Maliens du Sud. Donc, le Mali, c'est la terre des Touaregs, des Arabes, tout ce qui, voilà. Non, pas les autorités maliennes, pas le gouvernement malien. De la part des autorités maliennes. 4e argument, 3e argument. La représentation des populations du Nord dans les institutions maliennes n'est pas effective. Et enfin, 4e argument, il n'y a pas de développement au Nord. Bon, ça, on vous l'appelle pas l'autre conflit. Ça nous rappelle un autre conflit. Quel conflit? Le Nozo. Comme par hasard, les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Eh bien, celui qui parlait dans le premier ministre malien, c'est assis avec un vrai intellectuel, un certain Isiaka Sigaré. Ils ont écrit un livre. Je crois en 2000, le livre est paru en 2000, laissez-moi, c'est important que je dise, en 2010. Publié par le docteur Shogal Maga et un universitaire, Isiaka Sigaré, qui a pris les 15 arguments, point par point, ont démontré la nullité, je dis bien la nullité de ces arguments, démontrant que c'est n'importe quoi. Les régions du Nord ont toujours historiquement été habitées par des Noirs, c'est leur territoire, d'autres sont venus après, et que même après le temps, c'est un melting pot, vous y trouvez les Touaregs,
Les Arabes, les Mambara, les Songhai et les Peuls. Vous voyez, même chose, les mêmes arguments. Vous allez chez les Ibo au Nigeria qui veulent faire ces sessions-là. Mêmes arguments. Vous allez au Kabinda. Mêmes arguments. Vous allez au Soudan. Mêmes arguments. Vous allez au Cameroun. Mêmes arguments. Ça s'appelle quoi? C'est pas un complot international, ça, contre le continent africain? Élaboré à l'ONU, vous avez une organisation qu'on appelle United Nations People Organization, affiliée à l'ONU, qui est chargée de s'occuper de ce genre de démarches. C'est-à-dire que l'ONU est dans le complot officiellement pour démembrer les pays africains. Et on est ici, on parle avec le représentant de l'ONU en Afrique, on le salue, on rit avec lui, on le délègue brûler avec l'acide. On rit avec eux, on cause avec eux. Pendant que la population meurt, les guerres civiles s'intensifient, les militaires meurent. Mon cher gosse. Plus grave, vous avez entendu ce premier ministre vous dire ce que la France a fait. Comment elle a créé une enclave terroriste qu'on appelle Kidal. Comment elle a organisé les groupes terroristes. Elle les a fabriqués. Financés. Et en passant, c'est Sarkozy qui les avait promis. Sarkozy, ça a commencé quand Kadhafi est tombé. Sarkozy a dit, il les a reçus à l'Élysée. Il a reçu le MLA à l'Élysée. À Mondovision. À Mondovision à l'Élysée. Et il leur a dit que allez diviser le Mali et vous allez créer votre État. Vous avez le soutien et la protection de la France. Ouvertement. Il a perdu le pouvoir, mais celui qui l'a remplacé, dans la tradition raciste, criminelle, nazie, occidentale, allez, on continue le programme. C'est ce que vous voyez. Donc, on a transformé, on a transformé en sardine de Moudjao, n'est-ce pas, en HCUA, oui. N'est-ce pas, et on a fait allier ça, on l'a fait marier, on a organisé le mariage. La nature, l'histoire, mon chien gosse, la géographie et la science se conjuguaient pour autoriser d'une certaine manière l'esclavage et la colonisation. Au regard de l'avancée de la science de l'époque, au regard de la condition, n'est-ce pas, humaine de l'époque, au regard du développement, n'est-ce pas, à l'époque, on pouvait dire, ok, l'esclavage, la colonisation, c'était possible. Bon, en réalité, c'était pas de la faute de l'ensemble des... Au XXIe siècle, au XXe, XIXe, XXe, XXIe siècle, le monde s'est développé. Il est connecté, il s'est globalisé. Rien ne se passe au Cameroun sans qu'on ne le sache là-bas en Papouasie et vice-versa. C'est l'humanité, ça. Mais les qui habitent la terre sont les hommes, les formes humaines, ou des esprits dégénérés, incarnés, ces formes humaines. Si un jour, l'humanité a cru à toutes les valeurs qu'on balance là, droit de l'homme, droit de machin, charte de machin, toutes ces bêtises-là, si un jour en lumière, c'est ça l'histoire de la France avec l'Afrique. L'Amérique, pays où elle a fait la déclaration d'indépendance, mon œil, pays, État génocidaire. L'Angleterre, l'Union européenne qui se vante d'avoir des valeurs de l'homme. Vous parlez de l'Union européenne, on dit, nous avons des valeurs. Quelles valeurs? Madame Sekti, c'est folle meilleure. C'est une femme ça? C'est une femme? Eh bien, c'est une forme féminine. Parce qu'une femme a des sentiments, monsieur Ngoz. Une femme a de l'émotion, une femme a de l'amour. Une femme qui a accouché comme dit ma mère, qui a ouvert les pieds, n'a pas sorti dedans, ne peut pas se comporter comme ça. Cette coalition internationale criminelle agresse le Mali en plein jour, colonise le Mali en plein jour, et les bandits de la CEDEAO s'amusent à faire ce qu'ils font. Et aucun État africain officiellement ne prend position pour le Mali. J'ai dit aucun, y compris le Cameroun. Tous les États sont silencieux, on regarde faire. On va dire on agit en coulisses. À un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut parler. Le Mali a besoin du soutien des pays africains et des présidents africains à l'heure actuelle. Mon cher Ngoz. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand c'est le Mali, ah non, chacun est chez lui. Chacun défend son petit périmètre où il est roi et Dieu. Chacun dit qu'il n'est pas concerné. C'est comme ça qu'on a tué Kadhafi. Les pays, si c'est rien, on dit, oh, c'est trop loin, c'est trop loin. D'ailleurs, il voulait mettre le président de l'Afrique. D'ailleurs, il dérangeait même trop. Il était trop agité. Il n'était pas sage. Quand elle est tombée, en moins de 6 mois, la déferlante est descendue jusqu'en Afrique centrale. Des militaires, des chefs religieux, des chefs moraux, d'intellectuels, avec en plus la Chine Mbembe et consorts. On décidé d'en finir avec un continent.
Et les gens pensent que le Mali, c'est le Mali. Ça ne concerne pas le Burkina Faso. Ça ne concerne pas le Cameroun. Ça ne concerne pas le Tchad. Ça ne concerne pas... Comme on vous a dit ce que la France a fait. Elle allait chercher qui les Tchadiens. Vous voyez ce qu'on vous a dit? J'ai noté. Toujours ce genre de choses-là. Toujours ça. Toujours une 5e colonne africaine qu'on fabrique, qu'on met devant. Maintenant, on veut la CEDEAO. Avec le petit traître du Ghana. Qui prétend avoir été l'autre match d'université. Nous, on le connaît, on l'observe. On le connaît bien. C'est l'ami intime de Ouattara. Je connais tous ses réseaux, le président ghanéen. Tout ce qu'il fabrique, là, on connaît. Ces petits traîtres-là. Mais l'Afrique, on le regarde. Ceux qui vont jouer avec le Mali, mon cher gosse, même leurs enfants vont payer. Même morts, on va les sortir de leur tombe pour les juger, mon cher gosse. C'est inacceptable. Que ça se vient faire au Mali. Donc, ce que nous on sait là, dites-moi comment la CEDEAO n'a pas été au courant de ça. C'est la magie? Comment un seul président de la sous-région, à l'Afrique de l'Ouest, n'est pas au courant de ce qui se passe au Mali? Maintenant que le Premier ministre a crié, qu'est-ce qu'on voit? La CEDEAO prend ses pieds, avec ses présidents de merde, pour aller embêter le Mali. Qui est en train de travailler pour l'Afrique, qui veut se libérer, qui veut seulement être un pays normal. Qui n'a violé aucun accord international jusqu'à présent. Aucun accord international. Mais les accords internationaux et régionaux travaillent contre le Mali, travaillent contre l'Afrique, mon cher gosse. Quand est-ce qu'on comprendra que si nous voulons vraiment être des hommes dignes, il faut en finir avec tous ces accords. Et comme disait Malcolm X, par tous les moyens nécessaires. Merci à vous, Président Banakani, pour cette première prise de parole. Assez triste, mais c'est réellement ça qui se déroule sur le continent africain. André Christelle Fangar, 2011, on a vu, on va le dire comme ça, Muammar Kadhafi tomber. On a vu, on le dit comme ça, le printemps arabe toucher la majeure partie des pays dans le nord de l'Afrique. Jusqu'à preuve de contraire, c'était silence radio dans le reste du continent. Est-ce encore le même silence radio que nous sommes en train de vivre aujourd'hui lorsqu'on parle du Mali, quand on sait pertinemment qu'il y a un plan machiavélique de recolonisation du continent africain? Merci Jocelyn. Merci Président. Et je pense que la plus grande arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Et aussi longtemps que nos bouches ont encore cette parole, nous allons la prophétiser. Nous allons dire, nous allons parler. Peu importe les multiples attaques, mystiques, machins et tout ça. Vous savez que c'est les champions, la France croit au marabout. Hein. Et je suis surpris, c'est une légère digression. Des journaux camerounais encensent l'ambassadeur français du Cameroun. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je suis surpris de voir les grandes unes avec Christophe Guilou, le diplomate ceci, Christophe Guilou, Lobo, le diplomate vraiment celui qui ramène, qui fait ceci. Je suis surpris. Il est même notable dans un village à l'ouest. Et où il est allé en culotte? Notable. On a fait Guilou notable en culotte avec la complicité de Ketia Courtez. On a des traditions africaines. Donc, Ketia Courtez a amené Christophe Guilou dans la chefferie avec la culotte. Quelle insulte. Manque de respect. Quel manque de respect devant des patriarches, devant des chefs traditionnels, en culotte. Quand je le dis, c'est pour dire aux Africains, opération Barkhane, MINUSMA, armée d'occupation. Voici Barkhane au Mali. 4 avions de chasse. 5000 hommes. Ça, c'est le rapport du ministère de la Défense français. Exactement, oui. 5 drones. 200 véhicules logistiques. 17 hélicoptères. 10 avions de transport tactique et stratégique. 200 véhicules blindés. Sans compter les bases aériennes qui sont posées. Pendant 10 ans. Avec ce matériel, vous n'arrivez pas à bouter hors du Mali les gens qui sont en Tchaka. Les gens qui sont avec les Tchakaboum, vous appelez les fusils de chasse. Je vous montrerai les images tout à l'heure. Hein, vous n'arrivez pas à avec la Russie qui est en train de chasser justement ces djihadistes. C'est quelques rares. À Kidal. À Kidal. Il faut bien, je vous montrer les images dans un instant. Je dis bien, vous avez 4 avions de chasse. Il faut, non, Africains, réveillez-vous un peu. 4 avions de chasse, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que quand ces avions de chasse-là, on se rappelle quand Boko Haram a voulu nous attaquer, on a déployé juste l'armée de l'air pour quelques heures. C'était la débandade totale du côté de l'extrême nord là-bas. Mais voilà des gens qui ont 4 avions de chasse, 5 drones. Vous savez ce qu'un drone fait dans toutes les informations nécessaires. Un seul là, drone. on parle de drones militaires. Mais maintenant, vous avez 5. Vous ne pouvez pas donner la position d'un seul djihadiste. D'ailleurs même, la France peut nous faire le bilan de nombre de djihadistes qu'ils ont déjà neutralisés. Aucun. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de forêt. Dans un désert, vous avez 5 drones. Vous ne pouvez pas localiser un seul terroriste. Et vous êtes là pendant 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes là, installé. Vous avez tout changé. Vous avez 5 drones. Vous avez 200 véhicules logistiques. C'est-à-dire des gens qui peuvent aller et retour, monter et descendre. Donc, il n'y a aucun endroit où les terroristes peuvent se cacher sans que vos véhicules ne puissent voir. Et ces véhicules sont équipés de GPS et de tous les différents éléments qui peuvent détecter à distance. Jusque-là, le terrorisme continue à sévir le Mali. Vous avez 5 000... Il est décuplé, il faut bien préciser, André Kissel-Fanga. Vous avez 5 000 hommes depuis la présence française. à un seul endroit à Kidal. C'est pour faire quoi? 5 000 hommes. Et là, dans les estimations du ministère de la Défense française, les terroristes sont entre 3 000 et 1 000. Entre 300 et 1 000. Je dis selon les estimations du ministère de la Défense française. On calcule, les djihadistes qui sont au Mali sont estimés entre 300 et 1 000. Ils sont pas là pour ça. André Kissel-Fanga, c'est ce que vous démontrez d'ailleurs dans votre argumentaire. Mais 17 hélicoptères de combat. Pas possible. 17 hélicoptères de combat dans un territoire Désertique. désertique. 17 hélicoptères de combat. Jusqu'à présent, on n'a pas de résultat de Barkhane. On continue. Vous avez 6 avions de transport tactique et stratégique. Waouh. Jusqu'à présent, pas de résultat. Et vous dites que c'est une armée de quoi? On est venu combattre le djihadisme. Non, c'est une armée d'occupation. C'est une armée de déstabilisation. C'est simple à comprendre. Vous avez tout ça. Vous avez 200 véhicules blindés. Donc, en fait, la France est installée au Mali. C'est tout. Le territoire, le Mali, dans le Sahel. On parle juste du cas du Mali, parce que ça, c'est seulement au Mali. Si vous allez sur les bases militaires françaises, vous allez trouver en N'Djamena Abeche, il y a au moins 6 000 soldats français avec une logistique extrêmement puissante. Vous allez à Faya, à Madama, à Galit, vous allez à Tessalit, vous partez même à Niamey, vous partez à Gao, vous partez partout. Vous allez trouver les bases, vous allez trouver des militaires français déposés là, installés un peu de partout dans tout ce Sahel-là. Pour quel résultat? Ajoute qu'au Niger, il y a une base militaire américaine, d'Africom. Au Niger, hyper équipé. Voilà. Parce qu'il ne faut pas les obliger. Hyper équipé. Alors que c'est les Américains qui... Cela m'effraie. Il s'est rebiffé très rapidement. Il est devenu l'allié. Il s'est couché devant Ouattara. Il dit d'abord quoi? Il s'est couché devant Ouattara. C'est la même chose. On a effrayé. Ouattara a monté son armée avec ses amis de Washington et de tout le reste. Ils ont pris le pouvoir. Et ils pensent qu'ils vont établir ça dans toute la sous-région, dans toute l'Afrique. Non, ça ne marchera pas. Ils nous trouveront sur leur chemin. Et ils nous trouveront sur leur chemin avant de passer la parole à Albert Anatole, ici avec la complicité de la réalisation. Messieurs, je vais vous montrer comment les militaires maliens, et sans oublier les soldats russes, sont en train de s'amuser justement à Kidal pour chasser les terroristes qui fuient parce qu'on ne veut pas les tuer, on veut juste les arrêter à main nue et justement les emprisonner. Et on tire des balles, ils n'ont même pas de chaussures, je vous montre les images. Jusqu'à preuve de contraire, on a toujours ce problème d'image. J'espère qu'on va l'avoir dans un instant pour mieux comprendre la situation dans le pays qu'on appelle le Mali, parce que nous nous interrogeons justement si la Barkhane, MINUSMA sont des forces d'occupation alors de déstabilisation. Regardons ensemble ces images si c'est déjà prêt.
Albert Anatoly, ici, en attendant justement que ces images arrivent, je vais me tourner vers vous jusqu'à preuve de contraire. Vous voyez justement la grande interrogation en notre une, armée d'occupation ou force de déstabilisation, puisque Barkhane est là depuis 10 ans aujourd'hui, aucun résultat, aucun djihadiste tué. Je voudrais reprendre mon compte, n'est-ce pas, les statistiques de Christelle Fanga, pour ajouter de l'eau dans son vin. Oui. Les statistiques, c'est de la situation opérationnelle et logistique de ce côté-là. Alors, Mali, MINUSMA, vous avez pratiquement 5100 hommes. Non, c'est 15 200 militaires. À Fils de la CEDEAO, vous avez 7664 militaires. France de Barkhane, vous avez 5100 militaires. Maintenant, les équipements de l'armée française au Mali, 3 drones, 7 avions de chasse, 22 hélicoptères, 10 avions de transport logistique, 260 éléments. La MINUSMA, qui aujourd'hui s'occupe, s'attelle à autre chose, avec justement la mission de mener des actions prolongées en appui, en soutien aux FAMA, c'est-à-dire aux forces armées maliennes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, alors, maintenant, la FIMA, c'est-à-dire la force de la CEDEAO, avait donc également vocation à appuyer justement les forces maliennes. Aujourd'hui, si nous nous plongeons dans le contexte, par exemple, afghan, où les États-Unis avaient déployé pratiquement 100 000 hommes, avec les moyens plus importants, sur un territoire moins vaste, je constate quand même qu'il y a un problème. C'est-à-dire, les Américains n'ont pas chassé les talibans, bien au contraire, ils ont passé plus de 20 ans là-bas pour installer les talibans et repartir. Sur un territoire moins vaste. Vous avez donc le Mali qui est encore plus, c'est-à-dire le Sahel qui est encore plus vaste, oui. Avec pratiquement qui a dit qui dit dans son dans ce document-là, l'option militaire n'est pas la solution au Mali. C'est un général qui le dit. Oui. L'option militaire n'est pas la solution au Mali. La solution au Mali est à la fois politique et économique. Oui. Voilà les différentes options. Quand je dis cela, il faut également préciser, parce qu'il faut également que cela soit dit, que la situation actuelle du Mali, même si elle peut être générale, elle peut être considérée comme étant générale, c'est-à-dire le terrorisme, qui doit être considéré comme je veux dire, une menace plurielle, multinationale et transnationale. La situation actuelle au Mali est également le fait de l'absence de l'État, je veux dire, de certains services de l'État, de l'absence d'administration sur le territoire, dans certaines parties du territoire malien. Parce que lorsque vous laissez un espace qui n'est pas occupé sur votre territoire, vous verrez les intrus venir y habiter. Je veux prendre sur le contrôle, n'est-ce pas, de Président Banakani, qui est l'idée du département d'Inkam. Il y a certains espaces là-bas qui ont été abandonnés par les fils originaires d'Inkam, mais qui sont occupés par les étrangers, qui sont devenus les grands pêcheurs du coin. Mais imaginez donc un seul instant que ces gens-là s'investissaient dans les activités illicites, dans le terrorisme, ça allait être un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, et là, c'est l'actuel président de la transition qui subit cela. Parce que ses prédécesseurs, malheureusement, n'ont pas été proactifs pour régler cette question d'occupation territoriale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a dans ces conséquences? La première conséquence de cette situation, c'est quoi? C'est que la digue libyenne a été détruite par
Sarkozy, c'est-à-dire par la France, et nous vivons les conséquences. Et deuxième chose, deuxième élément d'analyse géopolitique, ce qui se passe au Mali, je veux dire, le projet qui est prévu au Sahel, si il prospère, je peux vous dire que même le Cameroun et les autres pays seront impactés. C'est vrai, ils sont dans la ligne de Ça, mire. il faut le dire. Oui. Donc, lorsque nous mettons régulièrement sur la table le débat concernant la situation sécuritaire au Sahel du manière générale et au Mali en particulier, il y a des illuminés qui estiment qu'on doit débattre des problèmes du Cameroun, nous ne parlons pas des problèmes du Cameroun, nous parlons des problèmes d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils appuient leur ignorance en analyse géopolitique. Ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Mali, ça nous intéresse au plus haut niveau. Ça doit même nous préoccuper. Donc, je crois aujourd'hui qu'il est clair que il est important, parce que le problème du Mali, ça soulève aussi une autre question. Pourquoi est-ce que les États africains n'ont pas engagé des réformes de leur armée? C'est une question aussi fondamentale. La France n'en voulait pas. Il faut engager la réforme de nos armées. La France ne voulait pas d'armée. Pour éviter d'aller sous le parapluie sécuritaire d'une puissance qui n'en est pas une. Je parle de la France. Je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun. Lorsque Boko Haram a commencé à faire ces choses du côté de l'extrême nord, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris. Le gouvernement de la République du Cameroun avait attendu ses soutiens promis. Le Cameroun serait aujourd'hui un État islamiste. Pourquoi? Parce que Paul Biya a justement anticipé de ce point de vue au niveau de la réforme de l'armée, je crois, en 2000. Il faut donc que justement, on n'a pas à attendre justement, il faut assurer la sécurité des frontières. Et cela ne peut pas se faire uniquement avec la seule volonté de sécurité malienne. Il faut justement des partenariats avec les États voisins, au rang desquels l'Algérie, la Mauritanie, dans une moindre mesure, l'autre là, qui a été adoubé par Paris. Donc c'est important, c'est impératif. Sinon, l'au-delà que... Maintenant, nous savons tous que le vrai problème, je vais vous montrer maintenant qui je suis. C'est un problème de haine. Il y a une haine viscérale contre la race noire. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il y a une haine viscérale contre la race noire. Il ne faut pas passer par 10 couloirs pour le constater. Face à cette haine, il n'y a jamais eu la moindre réplique. Il n'y a jamais eu la moindre réplique. Jusqu'ici, on n'agresse pas ce problème. On n'agresse pas le problème de la haine de la race noire, parce qu'il s'agit de ça. Personne ne veut parler de ça. Hein? Oui. Y compris les Africains eux-mêmes. S'ils sont africains. Et là-dedans, j'incrimine également mon pays, le Cameroun. Oui. Le Cameroun passe souvent pour un pays qui fait des avancées. Mais quand je lis ce qu'ils appellent la stratégie nationale de développement pour 2030. Vraiment. C'est une blague. Je me demande bien si on blague. On ne parle pas une seule fois du franc CFA. Ce n'est pas l'ordre du jour. On ne parle pas, je dis bien une seule fois, du franc CFA. On mentionne pourtant là que c'est quelque chose d'inimaginable, oui, que la masse monétaire, le ratio entre la masse monétaire et le PIB est très faible, ce qui est vrai. Que le ratio entre les crédits alloués
Et le PIB est également très faible, comparativement aux pays comme la Malaisie, comme Singapour, comme les Philippines, oui. Ce qui est vrai. Mais personne n'a le courage de parler du CFA. C'est la diplomatie. Je dis bien personne, hein. Ils font la diplomatie. On n'en parle pas. C'est la diplomatie. On sait très bien qu'il y a 500 milliards qui sortent de l'Afrique gratuitement pour entrer en France. Mais c'est petit, 500 milliards. 500 milliards d'euros. Ah, très bien, d'euros. 500 milliards d'euros. Qui annuellement, à travers les multiples Mécanisme. mécanismes de... Vous savez, on exporte et on importe. Et chaque opération d'importation et d'exportation profite. La France d'or, elle a les mains ouvertes comme ça. Vous importez le cacao, ça tombe dans son escarcelle. Vous importez la banane d'Égypte, ça transite par le compte. Hein. Il y a un mécanisme, une décote, Oui. qui fait que l'argent entre directement dans les comptes français. Et quand elle importe le chevaux, elle ne paye pas. Elle paye Elle fait une écriture. une écriture. Mais comment tous ces mécanismes se passent au vu et au su de tout le monde? Oui. On nous parle de l'ONU, on nous parle du Fonds monétaire international. Et nous sommes toujours là. Fonds monétaire, donnez-nous encore. Donnez-nous encore. Banque mondiale, donnez-nous. Donnez-nous encore. Ce sont les partenaires. Ce n'est pas des partenaires. Ce sont des partenaires. La Banque mondiale, le Fonds monétaire a aidé qui? Jusqu'ici. Personne. Moi, je n'en connais pas. Le silence complice, il est là. La haine, nous savons tous qu'il y a un groupe qu'on appelle Bilderberg. Les 13 familles. Bilderberg a donné son... On a travaillé sur ça ici. Là-dessus, oui. L'accord, leur agenda. L'agenda de Bilderberg. J'ai ça ici. Ne laissez jamais les Noirs savoir ce que vous voulez. Recherchez les Noirs que vous pouvez utiliser pour faire avancer votre cause. Utilisez la religion pour gagner leur cause. Ne les invitez jamais à votre domicile. Essayez toujours de les placer les uns contre les autres. Favorisez leur soutien matériel. Par là, vous les tenez infiniment. Ne révélez jamais votre volonté et vos points les plus faibles, ni vos plans. Il y a plusieurs points. Oui. Ils travaillent par rapport à ça. Il y a une haine complète, viscérale, contre la race noire. Et personne ne se lève. Personne ne parle. Les gens vont croire qu'ils vont vivre éternellement. En restant silencieux, ils seront éternels sur terre. Nous, on a dit que nous, on parle. On nous entend. Qu'on vienne nous couper les têtes. Qu'on vienne nous couper les langues. Aussi longtemps que nos langues seront là, on va parler. On va continuer à parler. Aussi longtemps que nous serons en vie, nous allons continuer à parler, à écrire, à dénoncer. Parce que, en fait, ce qui se passe au Mali, c'est ce qui doit se passer partout en Afrique. C'est ça le programme. Seulement, nous sommes aussi des gens très convaincus de ce que la justice de Dieu existe. Et elle est avec nous. Sinon, comment expliquer, regardez, dans un territoire désertique, qu'on déploie autant de moyens, autant de personnes, sans arriver à quoi? À rien. Merci, pour finir, aux Russes, qui ont une virginité
totale en matière d'histoire coloniale. Oui. Qui se déploient ici, ils ont certainement aussi leurs intérêts, qui sont légitimes d'ailleurs, mais je crois que c'est une aide colossale. C'est une aide, je leur remercie énormément pour tout ce qu'ils font et qu'ils ne se fatiguent pas de continuer cette bataille, parce qu'en fait, la bataille aujourd'hui, là-bas au Mali, c'est la Russie et les jeunes. Et M. Goïta, à qui je souhaite beaucoup de courage, il a l'impression qu'il se bat là pour le Mali. Non, il se bat pour la race noire. Goïta se bat pour la race noire. Parce qu'en fait, ne parlons pas avec des tours. Il s'agit de la race noire. Il faut montrer, comme on essaie de le faire, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne doit rien avoir, ni son territoire doit être spolié. On doit tuer, séparer les Noirs comme on veut, parce que on est jaloux d'eux. On les jaloux d'eux, parce que c'est une question de jalousie, véritablement. Les populations de ce côté-là, occidental, pensent que, comme elles ne font plus d'enfants, comme elles sont obligées de disparaître, le monde doit finir avec eux. Puisqu'ils savent, ils ont les statistiques comme nous, ils savent que dans 100 ans, mon voisin le Nigeria sera plus peuplé que toute l'Amérique, du nord jusqu'au sud. 1 milliard d'habitants. Dans 100 ans, le Nigeria sera la première puissance démographique mondiale. 1,50 milliard d'habitants, d'après les statistiques. Suivi de l'Inde, suivi de la Chine. Ils savent que la bataille est perdue parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. La malédiction de Dieu. Quand vous faites des mauvaises choses, comme ils font là, on va les maudire. Ils sont déjà maudits par leurs actes. Ils ne font plus d'enfants. Le fruit de leurs entrailles est maudit. Donc ils vont disparaître. Bravo. Qu'ils veuillent ou pas. C'est eux-mêmes qui disent non. Quand tu fais ta transition démographique, mais tu es sorti. Ici, en Afrique, l'Afrique du Nord a fait la transition démographique. L'Afrique australe pourrait rentrer sous peu dans la transition démographique. Les 3 autres sous-régions africaines ont des indices de fécondité toujours plus alertes. Ceux qui ne mangent pas font toujours beaucoup d'enfants. Et ça énerve un certain Macron. Ça énerve un certain Macron qui parle des indices de fécondité les plus alertes au Burkina, au Niger. 7 à 8 enfants par femme. Si tu n'as pas d'enfants, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Donc, moi je dis, pour sortir, Steve, nous sommes complices. Nous sommes trop complices. Je vous remercie parce que vous vous déployez ici, dans DBS. Il y a également votre voisin de l'autre côté. Il s'appelle qui encore? Afrique Média. Il y a tellement de médias au Cameroun qui évitent ces questions. On applaudit l'ambassadeur de France. Qui a déjà applaudi Eddie Mo? Même... Non, mais toi, tu n'existes pas. Vous n'êtes pas dans le business plan. Je ne suis pas dans le business plan. Voilà. Vous n'êtes pas dans le business Je plan. ne suis pas dans si vous n'êtes pas dans le business plan, vous voulez qu'on vous ovationne. Donc on parle matin, nuit et soir contre Paul Biya. Ici au Cameroun. Paul Biya est la cible. Hein. Quelqu'un qui vous apporte des transformations, même comme son équipe n'est pas avec lui. Son équipe est contre lui, non? Il joue de l'autre côté. Lui, il joue de son côté. Et c'est très amusant. Et on nous dit qu'il faut parler de Paul Biya,
qu'il faut parler de la malgouvernance, qu'il faut... C'est vrai, il y a la malgouvernance et on la condamne tous les jours. Mais tu ne peux pas recruter les gens... Dans une colonie, tu as dit quoi, bon gouvernant dans une colonie. Voilà. Donc, moi, je dis ceci. Merci vraiment à M. Gota. Gota et les Maliens, vous nous entendez. Vous faites une grande bataille. Dieu vous voit. L'histoire notera que après la Centrafrique, vous êtes le peuple qui s'est levé. Merci. Merci aux Russes. Vladimir Poutine. Oh, c'est notre frère. C'est notre frère. Déploie-toi davantage, s'il vous plaît. Donnez aussi de l'argent. Donnez pas seulement les armes. Parce que c'est la pauvreté qui justifie que ces gens viennent dire que telle population ne profite de rien, comme le nord-ouest et le sud-ouest ne profitent de rien au Cameroun. Dès qu'on voit ça, c'est une autre question. Merci. Merci à vous, docteur Idimo, pour cet argumentaire et surtout pour cette première prise de parole. Il y a Albert Natola ici qui lève le doigt. On n'est pas en salle de classe. Je ne voudrais pas être d'accord avec le docteur Idimo sur le deuxième point. L'Afrique n'a pas besoin d'aide financière. L'Afrique n'a pas besoin d'argent. C'est ça qui nous crée des problèmes. Le sous-sol africain est riche. Le sol africain est riche. Cet argent, il faut qu'on sorte de cette monnaie nazie que vous dénoncez, d'ailleurs, que vous décriez. Non, parce que c'est ça le piège. C'est-à-dire aller à leur guichet, contre quelle contrepartie. Donc, nous avons les moyens de les nourrir, nous avons les moyens de leur donner l'argent. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire une chose son contraire. Le FMI, c'est la banque des gangsters. La banque mondiale, c'est pareil. Non, j'ai parlé de la Russie. Même la Russie, on n'a pas besoin d'argent. Non, j'ai parlé de la Russie qui peut donner de l'argent pour... En fait, Albert des contrats. Bon, d'accord. Des contrats. C'est pas de l'argent, c'est des contrats. Voilà. Je n'ai pas parlé du fonds. Le fonds, je peux parler du fonds, que je suis malade. Le Fonds monétaire international a fait quoi sur la Terre depuis qu'il existe? Tu l'as dit avant. Non, là, nous sommes d'accord. Je vais me tourner vers vous à présent, Barakani. On a encore 30 minutes, non, 25 minutes en passer ensemble. 25 minutes encore en passer ensemble. Juste 25 minutes, donc j'accorderai 5 minutes à chacun d'entre vous, 5 minutes au chrono. Hein. C'est vrai que quand je dis 5 minutes, on sera exploité. Oui, il faudra bien exploiter. Pourquoi est-ce que la Russie fait tellement peur aujourd'hui à la France, qui s'est installée, on va le dire comme ça, comme une force d'occupation et surtout de déstabilisation au Mali? C'est une grande puissance militaire, un membre du Conseil de sécurité. Oui. Et elle connaît très bien les enjeux géopolitiques du monde. Elle connaît très bien les Français. Oui. Poutine avait dit à Sarkozy, ton pays est comme ça. Mon pays est comme ça. Je peux t'écraser. Comment vous dire, dans un sommet, Sarkozy est sorti de la salle, il était rouge. Il était rouge. C'est vrai. Hein? Il s'est agité. Donc, c'est un vieux combat qui oppose la Russie historique, depuis les tsars, les rois, parce qu'on l'appelait originellement les Khazars, qui sont devenus ce que vous voyez aujourd'hui, qui tiennent l'Europe, qui tiennent la finance internationale. C'est ça qu'il s'agit. D'où la reine de la Russie, ce n'est pas un fait du hasard, c'est une vieille reine qui remonte de très loin, qui va de très loin. Donc c'est un antagonisme profond et sérieux. C'est bon pour l'humanité. Pour l'équilibre de l'humanité. C'est bon pour l'humanité. Alors, d'abord, la Russie fait peur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la première fois Gavouza et Haïti vous ont démontré, donné la carte logistique de la France dans le Sahel. Oui. Et on démontré, on se posait la question de savoir, avec une telle logistique, pourquoi depuis 8 ans, les terroristes ne font que se multiplier. Alors, si la Russie vient, j'ai dit ça assez plusieurs fois, la Russie ne lutte pas contre le terrorisme, n'a rien à faire avec ça. La Russie lutte contre les terroristes. Donc, la France tremble. Et puis, l'armée de la France, c'est une pacotille devant l'armée russe. L'armée française, c'est une pacotille devant l'armée russe. Pacotille. Donc, la France sait très bien que si la Russie met pied dans le Sahel, le plan, c'est l'Occident, en fait, c'est même pas la France, l'Occident, le plan, c'est terminé. C'est cela qu'il s'agit. Donc, pour aller dans le fond, moi, je suis un gosse. Je continue à interpeller avec des éléments. Qu'a-t-on fait à Saddam Hussein? À Ben Laden? On a dit que c'était les terroristes, non?
Saddam Hussein on lui a attribué des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Il a été pendu par les civilisés, à la tête duquel il y avait un voyou. George Bush, oui. Fils. Le boucher. Voilà. Après l'avoir pendu, le nègre des services Colin Powell, qui vient de décéder, il a quelqu'un pour dire que non, il s'excuse vraiment, il demande pardon. Ils font toujours comme ça. Voilà. Ben Laden nous a dit, on l'a jeté dans la mer. N'est-ce pas? Que fait-on des terroristes qui tuent au couteau en France? Présumé parce qu'ils ne sont jamais jugés. On les tue en flagrant délit, entre guillemets. On les tue. Je dis qu'ils tuent au couteau, hein? Oui. On les attrape, on les tue. Sans procès, mon cher gosse. À partir du moment où il est officiellement démontré et établi et que les États comme la France, les États-Unis, l'Angleterre et consorts sont pris main dans le sac en flagrant délit de terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous voyez, c'est ça, tout à l'heure, il parlait d'armes de destruction massive et qu'il était bon qu'on le pende, puisque vous êtes tous des Occidentaux. Si vous admettez que la France, pays des droits de l'homme et des Lumières, tue les terroristes au couteau, sans les juger, c'est une bonne chose. Mais maintenant qu'ils sont pris en flagrant délit de terrorisme chez vous, vous Africains, vous faites quoi contre eux? Vous les donnez vos petites filles, vous les alignez devant leurs ambassades, matin, midi, soir, pour les visas. Vous épousez, vous êtes prêts à tout pour avoir un blanc. Vous êtes des influenceuses sur les réseaux sociaux, influenceuses, pour chercher des blancs, voilà, pour jouer aux occidentales. Voilà ce que les Africains font. Je dis tout que, ailleurs, il n'y aurait plus aucun ambassadeur occidental dans l'autre pays, en Afrique. Je dis ailleurs, chez d'autres peuples qui savent se faire respecter, il n'y aurait plus aucun ambassadeur de ces pays-là ici dans le territoire. Il n'y aurait pas de blancs dans la prison en train de s'asseoir torse nu, se faire caresser les poils par des fillettes. Il n'y aurait pas. Parce que quand ils auraient caressé les poils, c'est pour les laisser en cadavre, c'est-à-dire empoisonnés. Ça s'appelle la guerre totale, mon cher gosse. Mais tant que, moi ça me fait rire, tant que vous croyez que ça se passe là, que vous mentez. Tant que ces gens ne seront pas inquiétés, sérieusement, vous mentez, mon cher gosse. Vous comprenez? Si on avait une vraie diaspora, qui au lieu de se retourner à chasser les dictateurs, a fait des marches devant les hôtels en Suisse. Ainsi même. Sur le continent, la France détruit le continent. Eh bien, ils feraient comme des Palestiniens. Ils mettraient ce pays à feu et à sang et laisseraient les écrits avec du sang. Que tant que l'Afrique brûle, vous n'aurez pas de paix ici. C'est comme ça que les Palestiniens ont fait pour avoir la paix avec la France. Et amener la France à définir une politique arabe de la France. À changer la politique, ou bien à équilibrer la politique pro-israélienne de Gaulle. C'est passé dans les années 85, les années 80-85, vous voulez, Paris était à feu et absent. Parce que les Palestiniens et les autres ont dit, et les Arabes ont dit, au nom de la dignité de nos frères, tant que ces soi-disant juifs là massacrent nos frères, avec votre soutien, vous n'aurez pas de paix ici. Et dès que ça a été réglé, dès que la France a changé la politique arabe, mais Paris a retrouvé la paix. Vous comprenez? Il faut dire ces choses. Il faut dire ces choses. Nous sommes en guerre avec ces gens et il faut une guerre totale. Les femmes doivent être en guerre. Vous sortez avec un blanc, vous êtes en guerre contre lui. Le sexe doit être une arme de guerre. Tout ce qu'on fait doit être une arme de guerre. L'habillement est une arme de guerre. Je suis très sérieux. Vous voulez chercher un visa pour aller en France, allez-y faire la guerre à votre manière. On est en guerre. On est en guerre. Mais comment on peut quitter les Maliens comme ça en Afrique? On est là, on regarde. Il y a un problème quand même. On est des humains, mais soyez des singes. Et c'était vrai. Mais si on n'est pas des singes, montrez que nous sommes des hommes. Et on fait la guerre, mon cher gosse. Donc, je tente de vous dire ça. Ce que se joue en réalité, mon cher. Oui, terminons. Je termine par là. C'est que devient un État fédéral. Placé directement sur le gouvernement de la... Parce que l'Europe, c'est une Europe financière. Les financiers, en fait, ils veulent en faire leur patrie. C'est-à-dire, les financiers internationaux veulent faire de l'Europe leur patrie. Auxquels ils vont agréger tous les armées privées, tous les machins qu'ils ont créés dans le monde là. Rapidement, on fait une armée de la défense, même s'ils vont garder la collaboration avec le temps. Allez lire le programme du chancelier allemand.
et son partenariat futur avec M. Macron. Vous allez voir ce qu'on prépare contre l'Afrique. Maintenant, les Africains dorment. Ils ont le partenariat avec l'Union européenne. Ils font la diplomatie avec l'Union européenne. Allez lire ce programme-là, vous allez voir ce qu'on nous prépare. Vous allez comprendre l'enjeu du Mali. Et vous allez comprendre que si on s'amuse, parce que quand le projet de la Fédération de l'Union européenne qu'ils veulent faire, c'est d'affronter la Russie. C'est-à-dire qu'il faut un grand État pour affronter la Russie. Et vous croyez que la Russie va aller faire la guerre partout parce qu'on vous aime, vous les Africains? Tout continuez à dormir? Mais à un moment donné, ils peuvent réussir à amener la Russie à dire, monsieur, deviens réaliste, partez avec nous, et qu'on apprend de la richesse. C'est les 5 jeux là, parce qu'ils ne sont pas dignes d'avoir ces richesses-là. Ce ne sont pas les êtres humains. Merci. Les enjeux sont clairs, mon cher Goff. Donc, pour ces gens-là, la planète Terre, pour l'instant, la planète Terre, il n'y a plus de nation. Nous avons démontré, il n'y a plus d'État-nation. Quand vous lisez le programme de Jean-Claude Lema, vous comprenez ce que je vous dis. Quand vous voyez le programme de Macron, je ne suis pas en train de blaguer. Pour les mondialistes, il n'y a pas de nation. Il n'y a plus de frontières. La planète les appartient. Ils vous le disent pas directement, mais l'organisation internationale qu'ils ont créée travaille à ça. La planète les appartient. Ça veut dire qu'au Mali, pour eux, ils sont chez eux. En Afrique, ils sont chez eux. C'est déjà, c'est clair pour eux, hein. C'est vous qui êtes étrangers chez vous, et ils ont expérimenté ça en Afrique du Sud. Vous avez laissé faire. Vous avez laissé les bourgs s'installer et dire que les terres les appartiennent. Et Mandela, le génie universel, est venu dire qu'on négocie avec eux et on considère que non, ils sont désormais chez eux, la terre, c'est leur terre, machin et consort. Ils ont testé, ils ont vu, non, je ne dis pas, je suis très sérieux. Ils ont testé, ils ont vu qui vous êtes, ça marchait à l'Afrique du Sud, les blancs de l'Afrique du Sud se vantent, ils narguent les noirs et tout, alors qu'ils ne sont pas chez eux. Et que les terres ne leur appartiennent pas. Pour la on a dit non, il ne faut pas, laissez les terres, laissez ça, laissez les. La MINUSMA est déployée au Mali depuis 2013. Cette force onusienne est composée de 16 500 membres, dont 10 700 soldats. Elle est actuellement la mission de paix des Nations Unies comptant le plus de morts dans le monde. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.